Massa El Khair, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission. Bonsoir Bruxelles. Lyon, j'ai un invité très important et l'émission va intéresser beaucoup de monde. Mon invité, surprise, c'est Ahmed El Khennous, le président du CPS de Molenbeek Saint-Jean. C'est Ahmed El Khennous, marhaban bek. C'est Mohamed, salam alaikum, merci pour l'invitation. J'ai dit que c'est une émission qui va être très bien suivie, regardée, parce que la fonction que vous occupez, elle fait l'actualité. Et ça intéresse beaucoup de monde. Parce qu'on parle beaucoup avec ce nouveau gouvernement, le Houkouma Jdida ديال Bardo Wever, le gouvernement Arizona. Alors on parle beaucoup des personnes défavorisées, les assistés, les personnes qui font appel au CPS pour avoir de l'aide sociale. Ou là, on parle aussi des chômeurs qui vont être exclus du chômage et qui vont retomber au CPS comme le vôtre. Et donc, avec vous, vous allez nous expliquer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer. بزاف ديال المغاربة حيت حنا ولا المغاربة ولا les étrangers باش نبقاو في هذه لا كاتيجوري لان سي لا بلو فراجيل ياك السي خنوس. Tout à fait. هاد لا كاتيجوري بزاف بهم في الشوماج، كاين اللي في السي بي اس، كاين اللي مسكين كيقلبوا على الخدمه ولكن في الشوماج. الله يحسن العون. وكيقول لك غادي يحيدوا لي الشوماج، صافي الحكومه قالت لك غادي نحيدوكم الشوماج والناس كيقول لكم فين غادي نمشيو للسي بي اس. دونك انت بريزيدون ديال السي بي اس ديال مولنبيك وماشي n'importe quel CPS. Et ce n'est pas n'importe quelle commune non plus. Tout à fait. Molenbeek بعدا مشهورة في العالم كامل pour des très bonnes choses et malheureusement parfois pour des choses وشفتك دافعت على مولنبيك à l'époque même contre les Français. Lorsqu'il y a eu les attentats, effectivement, tout à fait. Mais ici, ce qui se présente, d'abord je vais avoir une approche plus politique évidemment. Et puis je viendrai à ma fonction de président. Voilà, il est est-ce que si vous permettez, je rappelle, Ahmed El Khennous, tu es déjà député bruxellois de la région 2009 tel 2019. Tout à fait. وكنت échevin في la commune ديال مولنبيك يعني adjoint au maire كما الاخرين الى يسمعونا في دول اخرى في اوروبا ولا في المغرب 2006 حتى 2018 2006 دونك عندك ليكسبيريونس ديال لا جيستيون ديال لي دوسيي اكسيتيرا. والان رجعت دابا بريزيدون ديال سي بي اس ديال مولنبيك في هاد لي زيليكسيون التاليين وانت باقي ديبوتي اونوغير بروسيلوا. نذكر بان انت درت واحد لا ليست ديالك لان انت كنت في واحد الحزب ديال السي دي اش ممبر دو لاريزونا دايوغ فوالا واللي ما بقى السي دي اش ولا سميتو لي زونجاجي واللي هو في الحكومه الفيدراليه. تو تافي. تا هما هاد الناس اللي دايرين هذا القانون الجديد اللي غادي يحيدوا الشوماج الى اخره. انت درت لا ليست ديالك بوحدك لان ما بقيتش متفاهم معاهم غيتفهمنا من بعد الا بقى لنا الوقت. ان شاء الله نفهم. بقى الوقت مباشره. ولكن حققت ان بون سكور. يعني بور لا بروميير فوا درت لا ليست تبع ديال لي زيلو انت خديت البريزيدونس ديال السي بي اس وواحد معاك خدا لي شفينا. سي كريم الهواري. سي كريم الهواري تا هو من اصل مغربي. اشفينا دي فينانس. اشفينا دي فينانس ماشي نابورت كال اشفينا. نعم تو تافي تو تافي. علاش انت مشيت للسي بي اس وما مشيتش اشفينا؟ الوغ كانت عندك تجربه. بحال قلتي في التدخل ديالك au début j'avais déjà été pendant 12 ans échevin et surtout pendant 10 ans député bruxellois et donc j'ai un peu je dirais participé à toute une série d'aventures politiques où j'ai assumé des responsabilités et ici dans le cadre des négociations on a décidé effectivement pour mon groupe de pouvoir accéder à la fonction, un de mon groupe puisse accéder à la fonction de président du CPS. Et je dirais c'est un nouveau challenge, un nouveau défi, surtout par rapport aux différentes mesures qui ont été annoncées. Et donc c'était pour moi évidemment un nouveau défi qu'il fallait prendre à bras le corps. Et je pense que ça nécessite plus qu'un temps plein d'investissement, mais aussi une force politique pour pouvoir d'abord répondre aux besoins de la population, mais aussi pouvoir, je dirais, prendre en main toutes ces nouvelles mesures qui ont été annoncées, que vous avez évoquées, et voir comment on peut, parce que dans le cadre de mes fonctions de président de CPS, je suis aussi membre de la Fédération des présidents de CPS, et j'ai été désigné parmi les 4 représentants de Bruxelles dans le cadre du comité de concertation avec le gouvernement fédéral. Donc il y a des négociations. Ouais, le président de CPS, c'est la gestion des problèmes au quotidien des gens. Alors que échevin des finances, c'est plus classe, c'est plus calme, c'est plus cool. Disons hein? Que le président de CPS... les problèmes, vous avez choisi. Mais ce n'est pas question d'aller vers les problèmes, c'est de pouvoir aussi assumer ses responsabilités. Je pense, c'est vrai que c'est un travail qui va être ardu, qui est relativement lourd, mais qui nécessite, je dirais, beaucoup plus qu'un temps plein d'investissement pour assumer pleinement et correctement ses fonctions. Mais c'est un travail où vous avez d'énormes responsabilités. Je rappelle que le CPS de Molenbeek, c'est 940 personnes au niveau de son administration. C'est un budget annuel de 220 millions d'euros. C'est 220 milliards.
que vous gérez. Tout à fait. C'est aussi 8000 personnes qui bénéficient directement de l'aide du CPS de Molenbeek et indirectement plus de 20 000 personnes. 20% de la population molenbeekoise. Il faut rappeler que Molenbeek, commune de 100 000 habitants, est la première commune la plus pauvre de la région bruxelloise sur 19 communes. Donc, les enjeux sont énormes et les challenges sont importants et nombreux. Je termine avec votre portrait avec un chiffre, puisqu'on est dans les chiffres. Donc, vous avez fait le 5e score les dernières élections communales à Molenbeek. Donc, vous êtes une personnalité populaire dans votre commune, vous êtes très connu. C'est que des Marocains qui votent pour vous, toute la population? Parce que vous êtes d'origine marocaine, les gens posent cette question. Non, je pense, évidemment, il y a énormément de personnes issues de la même communauté que moi qui me soutiennent et je les remercie. Mais j'ai un peu un électorat qui est issu, je pense, de toutes les couches sociales, de toutes les origines de la commune de Molenbeek. Il faut rappeler que je suis molenbeekois de naissance. J'ai participé depuis très jeune déjà de très très nombreux projets. Je suis cofondateur d'un centre de formation où on a vu passer des centaines, pour pas dire des milliers de jeunes bruxellois et molenbeekois. Donc tout ce que j'ai pu construire avec mes amis, avec mes compagnons de route, fait qu'évidemment j'ai, je dirais, un soutien qui me vient de partout. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est Ahmed El Khennous, président du CPS de Molenbeek. Le nouveau gouvernement, juste retirer, voilà. Le nouveau gouvernement de l'Arizona, le nouveau gouvernement fédéral, قال لك بأنه غادي الشوماج ما غاديش لان هنا لا سبيسيفيسيتي ديال لا بلجيك ماشي كيما دول اخرى سي الشوماج عندك انديفيني يعني دون لو طون ماشي il est pas indéfini il est dégressif ولكن يبقى لك الى بقيتي disons tout à fait ولكن دابا غادي يتغير هذا الشيء بقى لك عام عامين يتحيد لك الشوماج يقول لك روح دبر على الناس ما عرفاش يقول لك واش دابا باش غادي نعيشوا حنا كنا ما عندناش الخدمه كنا عايشين بشويه بالشوماج كنسلكوا دابا فين غادي نمشيو شنو واقع دابا سي كوا لي سات ديسكسيون je vais d'abord avoir une approche plus politique par rapport à ces mesures que j'ai donc dénoncées dès le départ et que j'ai qualifiées d'iniques. D'abord, quelle est cette mesure exactement? Donc la première mesure annoncée, c'est de dire que toutes les personnes qui ont un certain nombre d'années de chômage pourront obtenir un maximum, c'est important, les mots sont importants, de 2 ans de chômage. Et pour avoir 2 ans de chômage, il faut avoir travaillé 5 ans auparavant. Donc les personnes qui ont travaillé 4 ans, 3 ans, 2 ans ou 1 an auront de 0 jours à 2 ans de chômage. Je qualifie cette mesure d'unique, pourquoi? Parce qu'il faut quand même rappeler que la sécurité sociale, et en l'occurrence cette matière qui est le revenu de remplacement qu'est le chômage, c'est une construction qui a duré des décennies et des décennies. Le tissu je dirais, de la sécurité sociale qui a été, le filet qui a été construit, c'est le fruit d'une volonté politique évidemment, mais d'une construction avec les partenaires sociaux, avec donc protéger notre population pour ne pas la laisser au bord du chemin. Donc nous sommes fiers d'avoir dans notre pays qu'est la Belgique ce filet de sécurité sociale. Aujourd'hui, vous avez un gouvernement de la droite et de la droite extrême qui dirige le pays, le gouvernement de l'Arizona, composé du côté francophone du MR et de la NVA. Droite extrême. Oui, moi, la NVA, je la mets dans la droite extrême. Il faut quand même rappeler que nous avons quelques zozos qui sont membres de ce gouvernement, qui ont quand même tenu des propos et qui ont participé à des commémorations d'anciens nazis. Je suis désolé, pour moi, ça fait partie de la droite extrême, comme quelqu'un comme Theo Franken. Donc, on va revenir au chômage. Donc, oui, c'est ça. 2 ans maximum. 2 ans maximum. Et surtout, il faut rappeler que les personnes vont être amenées à être exclues. C'est une mesure qui a été réfléchie, qui a été pensée probablement dans des bureaux d'études, sans concertation avec les acteurs de première ligne, les acteurs de terrain, qu'ils soient publics ou privés. Je pense à Actiris, au Forum, je pense au VDAB. Quelles sont les conséquences concrètes sur les concernés, les chômeurs? D'abord, on voit d'abord déjà qu'aujourd'hui, ils font marche arrière. Le gouvernement fédéral de l'Arizona dit « Ah non, ce ne sera pas la mesure applicable au 1er janvier parce que ce n'est pas possible. » Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de concertation parce que lorsqu'on va exclure les gens, et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on annonce qu'en excluant les gens, ils vont trouver du travail. C'est faire preuve d'une, et je vais me limiter à Bruxelles évidemment, marché de l'emploi bruxellois, c'est faire preuve d'une totale méconnaissance du marché de l'emploi. Quelle est la situation de Bruxelles? Bruxelles, par sa situation géographique, par son rôle joué en Europe, c'est une zone de service par excellence. Que veut dire une zone de service? Ça veut dire qu'il faut des qualifications particulières. On parle ici de maîtrise de langue,
on parle de métiers spécifiques. Alors on dit qu'il y a des métiers qui ne sont pas pourvus. Je vous invite à aller voir les 12 000 emplois qui font partie des fonctions. Ça veut dire qu'il y a des métiers qui restent vacants. On ne trouve pas de candidats pour les On parle de 12 à 15 000 emplois non pourvus. Mais là-dedans, nous avons des ingénieurs néerlandophones, des assistants sociaux néerlandophones, des comptables, tous des métiers qui nécessitent des formations spécifiques et particulières. Le premier problème à Bruxelles, c'est l'inadéquation entre les besoins du marché de l'emploi et le profil de nos demandeurs d'emploi. Les gens qui vont être exclus à Bruxelles, ça représente à peu près 28 000 personnes. Ça, c'est les premiers chiffres. Et maintenant, en affinant avec ceux qui vont être concernés, qui font partie de la catégorie des malades, on va aller en augmentant. Pour Molenbeek, c'est à peu près 3 000 personnes. 3 000 personnes concernés, ça veut dire exclus du chômage. Qui vont être exclus à partir du 1er janvier, et maintenant avec les dernières annonces qu'on a pu entendre du gouvernement, c'est-à-dire en différentes phases. Les premiers qui vont être exclus, ce sont ceux qui ont 20 ans de chômage. Et alors, quand je parle de l'inadéquation entre la formation des gens, le profil des gens et les besoins du marché de l'emploi, c'est aussi le deuxième problème, c'est la question de la reconnaissance d'un certain nombre de diplômes. Il y a des gens qui émanent de pays dont la Belgique, que ce soit du côté francophone ou néerlandophone, refuse de reconnaître le diplôme, il n'y a pas d'équivalence. Et puis il y a un autre problème qui est majeur et important en Belgique, mais qui n'est pas, qui est défini, qui est prouvé par de nombreuses études, c'est la problématique de la discrimination à l'embauche. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont très compétents, qui ont une maîtrise des langues, qui ont toutes les caractéristiques pour trouver un emploi, mais qui n'arrivent pas à trouver un emploi à cause de leur origine. Très bien. Ces mesures qui sont prises au niveau fédéral ne tiennent pas compte de tous ces éléments-là. Walakin, peut-être qu'ils vont tenir leurs promesses et appliquer de la disposition de l'exclusion du chômage. Peut-être qu'ils vont le faire. Ça fait un demi-siècle qu'ils n'appliquent rien du tout. Très bien. Imaginons qu'ils le font. Moi, je ne vois pas comment ils pourront trouver du travail immédiatement à des personnes. Ils vont trouver du travail, ça c'est un autre... C'est ce qui est annoncé en tout cas. En tout cas, ils peuvent peut-être exclure à partir je sais pas, à partir d'une certaine date, exclure des gens du chômage. Il a Haïdounas le chômage. Qu'est-ce qui va arriver pour les chômeurs? C'est très simple. Donc il y a un certain nombre de personnes qui vont répondre aux critères. Déjà, toutes les 3000 personnes que j'ai évoquées, minimum, tout à fait. Ils ont le droit, potentiellement, du jour au lendemain, ils vont perdre leur emploi en phasage, comme j'ai expliqué. Ils vont venir frapper à la porte du CPS. La loi, donc, une fois qu'ils le chômage, c'est le CPS. Au CPS, la loi organique qui régit l'aide sociale, ce qu'on appelle le revenu d'intégration, on va d'abord analyser la situation des personnes. Si vous répondez aux critères légaux, c'est-à-dire en matière de revenus, si vous ne dépassez pas le plafond, si vous êtes dans les conditions, et malheureusement, on parle de 30 à 50% des personnes qui ne seront pas dans les conditions, parce que le conjoint ou la conjointe a déjà des revenus. Donc vous avez, et ça les auditeurs doivent le comprendre, les téléspectateurs, pardon, un certain nombre de personnes qui vont voir leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire le revenu familial globalisé, le revenu de madame, de monsieur, les allocations familiales, perdre 30 à 50% de celui-ci. Donc du jour au lendemain, on va se retrouver avec des gens avec un pouvoir d'achat parfois divisé par deux. Ça, il faut que les gens le sachent. Justement, on ne tient pas compte du fait que des gens ont acheté un bien, que des gens ont des engagements en matière de financement des études de leurs enfants. Donc tout ça va provoquer un chaos social, une misère sociale qui sera pour moi sans précédent au niveau historique. Et ça, c'est inadmissible. Alors, la spécificité du CPS comparé au chômage, le CPS, il est plus strict, plus rigoureux, plus regardant sur la situation sociale des usagers. Il y a un cadre. مثلا اسمح لي باش ترجمها بالعربيه الناس اللي في الشوماج كان عندهم بحال الحق الذروه ديالك خدمت دير الشوماج ما يسولوكش واش عندك الدار ما عندكش الدار الوغ كو في السي بي اس الا جا عندك شي واحد وقال لك انا ما بقاش عندي الشوماج دابا بغيت السي بي اس غتقول لهم باغ اكزومبل بعدا واش عندك شي دار هذيك الهضره اللي يقول لك هو بيع الدار الاول عاد جاي السي بي اس سي فري ولا سي با فري c'est une rumeur non tu as le droit d'avoir un accident de parcours et d'être propriétaire. Simplement, dans le mode de calcul du revenu d'intégration, on va tenir compte de ton bien. Et ce qui est pris comme référence, c'est le cadastre que tu payes. Le cadastre que tu payes, donc le précompte immobilier, est divisé par 12 et il est déduit du montant du revenu d'intégration qui est de maximum 1 750 € pour les personnes qui sont chefs de famille. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais l'objectif, évidemment, ce n'est pas d'accueillir les gens au CPS et qu'ils restent au CPS.
L'objectif, et c'est là que se pose le problème des moyens, c'est que les gens ont droit à être aidés ici dans ce pays. Moi, personnellement, je suis rejoint par de très nombreux responsables. On ne peut pas accepter de pousser les gens vers la misère sociale. غير باش يفهمونا بالعربيه كاين اللي كيقول لك يعني الحكومه غادي تهنى بهذوك لي شومور باش هي تربح فلوسهم اللي ما غاديش تبقى تخلصهم وتقول لك دبروا راسكم في السي بي اس معاهم يعني بحال لي كومون يدبروا راسهم والحكومه تقول لك انا راني دارت لي زيكونومي ديالي. Cette mesure gouvernementale du gouvernement de l'Arizona, elle a plusieurs, je dirais, effets négatifs. Le premier, je l'ai dit, c'est ce côté inique et injuste d'exclusion des chômeurs, sans préparer l'accueil, l'accompagnement et l'intégration sur le marché du travail. Ça, c'est du vrai amateurisme. Au niveau du financement, aujourd'hui, le budget pour payer les chômeurs au niveau fédéral représente à peu près 1,6 milliard d'euros par an. C'est les chiffres qui ont été avancés par le gouvernement de l'Arizona. D'accord. Ils disent que pour financer l'exclusion des chômeurs, une enveloppe de 400 millions est prévue. L'ensemble des CPS du pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que les gens comprennent, lorsqu'une personne vient demander de l'aide au CPS, le revenu d'intégration, il est financé à concurrence de 70% par le gouvernement fédéral et 30% par les communes. Ça, c'est aujourd'hui. Si jamais le financement équivalent ne suit pas, je ne parle pas des 70%, c'est-à-dire les chômeurs qui sont exclus, ça va coûter pour la commune de Molenbeek plus de 22 millions d'euros. Au débat, il coûte combien? Pour l'instant, on est à peu près à les 30, une dizaine de millions d'euros à peu près. Donc ça va doubler. Ça va, oui, beaucoup plus. Et donc, on va se retrouver dans une situation où les communes ne pourront plus financer, parce qu'on n'a plus les moyens. Les communes aujourd'hui sont sous-financées pour différentes raisons. La zone les communes, la personne. La personne, je t'explique. le revenu, les personnes. لا CPS ديك شي محدود. 1700 شنو كاين واحد العدد المعاونات en plus. C'est-à-dire il y a le revenu d'intégration mais aussi l'aide sociale. Quand les gens وهذا الشيء واش افي ولا Non, c'est jamais à vie parce que les personnes lorsqu'ils viennent au CPS, l'objectif c'est de les en faire sortir le plus rapidement possible, c'est-à-dire les aider dans un premier temps et puis les accompagner dans le cadre de la recherche d'emploi, de formation, d'apprentissage des langues. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui vous avez un certain nombre d'organismes comme les missions locales, comme Actiris. On ne sait pas quels seront leurs rôles. Donc, quand je parle d'amateurisme, c'est par rapport à ça. On prend une mesure au niveau fédéral, mais rien n'est préparé. En amont, il n'y a pas de coordination. هذيك الهضره اللي كتقال دابا كيقول لك باش تاخذ هاد المعاونه ديال الاجتماعيه في السي بي اس كيقول لك كيقلبوا لك واش عندك الدار في المغرب مثلا باش نبقاو في هذا المثال يعني ديال المغاربه واش هذا الشيء كاين يعني نتوما من يجيو عندك الناس المولمبيك واش لي زاسيستونت سوسيال كيقولوا للناس واش عندكم الدار في المغرب سني لي بينما ما عندكش الدار في المغرب كتصيفطوا لي زانسبكتور للمغرب هاد الهضره اللي كدور لا هضره شنو الدارجه ديالنا الهضره خاويه ياك قانونيا اي مواطن بلجيكي ولا اي واحد اللي كيخلص الضريبه هنايا خصو يعلم بان عنده الاملاك في المغرب que ce soit pour le logement social, que ce soit pour le CPS, ce qui est normal. Le CPS ne va jamais envoyer des enquêteurs. Par contre, ce qui arrive régulièrement, c'est que lorsqu'il y a des éléments ou des indices qui démontrent que des gens ont caché du patrimoine, et souvent c'est par dénonciation, par exemple, et preuve à la pluie, c'est-à-dire des titres fonciers, c'est-à-dire des personnes qui ont une pension non déclarée. On a un cas d'une haute fonctionnaire qui a pris sa pension, ce qu'on appelle Taqaoud Nisbi. Elle vient, ça fait 10 ans qu'elle reçoit le CPS. Effectivement, là, on est obligé, c'est la loi qui nous l'impose. Et d'ailleurs, pour moi, ça s'assimile à de la fraude. Je rappelle que le CPS, les aides de revenus sont faites pour les gens qui en ont besoin, pas pour les profiteurs ou pour les fraudeurs. Ça, c'est une réalité et c'est encadré par la loi et c'est punissable, c'est considéré comme une fraude. Il y a des documents qui doivent remplir sur l'honneur. C'est-à-dire, je sous-signais, je déclare ne pas avoir de biens. Il y a des vérifications qui sont faites. Non, c'est pas du tout de notre... Ça, c'est l'initiative d'une société de logement. Ce qu'on appelle les 6 donc semi-publics. Visiblement, ils l'ont fait, ça a fonctionné, et la justice leur a donné raison. Parce que les personnes ont été en justice. Il y a un cas d'une famille d'origine turque, par exemple, où il y a eu
une entreprise de détective privé qui a été investiguée. Et j'ai lu dans la presse que même au Maroc, ça s'est fait. Et on a ramené des preuves, des titres fonciers, que les personnes ont menti. Et donc, s'ils ont menti, effectivement, ils tombent sous le coup de la loi et ils sont sanctionnés, ce qui est normal à mes yeux, en tout cas. Donc, comme parfois des courriers anonymes. ديال الناس مثلا يبغي الخدمه في شي واحد ولا كيخبر عليه ولا كيقول لك هذاك راه عنده كيفاش كديروا à titre personnel باش كتحققوا بين ما سي nous donnons jamais suite à des courriers anonymes. Par contre, lorsqu'il y a des documents probants, c'est-à-dire des documents officiels qui démontrent que les personnes ont soit des revenus cachés ou soit des biens qu'ils n'ont pas déclarés, dans le cadre de leur instruction de leur dossier pour obtenir l'aide sociale, évidemment, il y a une réaction de la part de l'administration. Non seulement mais il rembourse ce qu'il a perçu. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Il y a beaucoup de fraudeurs comme ça. Mais il y a encore eu un article récemment dans la presse. Nous avons quelques dizaines, depuis le 1er janvier, quelques dizaines de dossiers, dont certains très sérieux, et ça va des remboursements qui portent sur des dizaines de milliers d'euros, parfois jusqu'à plus de 100 000 euros de remboursement. D'accord. كيفاش كتشوف غادي نهضروا على حوايج اخرين من غير السي بي اس، نهضروا شويه في السياسه العامه. كيفاش كتشوف هذاك الشيء اللي وقع مؤخرا ديرنييرمون ا مولمبيك، هذاك لو ماتش اللي وقع ولي سيبورتور لي هوليغانز ديال بروج اللي جاو داروا الفوضى هنايا وتعداو على الناس في مولمبيك، ولكن عاود من بعد مشاو شي ناس اخرين من مولمبيك ولا من بروكسل دي جون مشاو داروا عاود الفوضى في السونتر فيل. يعني باش نكونوا اوبجيكتيف، ماشي غير لي هوليغانز، لا تاع لي جون ديال بروكسل مشاو داروا الفوضى. يعني كيفاش كتشوف هاد لا سيتوياسيون؟ علاش كي درنا وصلنا لهاد لا سيتوياسيون؟ عندنا واحد الموقف واضح. On doit condamner toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. Les jeunes qui se sont défendus, parce que c'est ça qu'il faut retenir, il y a eu des jeunes qui se sont défendus dans leur quartier. Le premier jour. Premier jour. Évidemment, je répète, la violence est inadmissible, d'où qu'elle vienne. Qui que ce soit qui soit derrière. Mais ici, on est face à quelque chose de relativement grave. Nous avons un groupe de supporters qui est affilié à un mouvement d'extrême droite, dont on sait 3, 4, 5 jours avant... Supporters de Bruges. Dont on sait 3, 4 jours avant, via les informations des services de renseignement, parce qu'ils échangent sur les réseaux sociaux, qu'ils ont l'intention de venir à Molenbeek casser de l'arabe, s'en prendre aux musulmans. Ah, donc c'était connu tout ça? Bien sûr, c'est prémédité, et ce sont des récidivistes. Ce sont des gens qui se sont déjà... dans le passé, mis en avant, en faisant des signes nazis, etc. Donc on connaît le raccointement avec les mouvements d'extrême droite. Et donc ces gens quittent à un moment donné le parcours sécurisé par la police et se retrouvent dans le quartier maritime, quartier qu'ils ont vraiment ciblé avant de venir. C'est très grave, parce que ces gens-là, ils étaient là en mission commandée, ils sont venus pour casser de l'arabe. Et donc, peu de responsables politiques se sont offusqués de cet aspect-là. Et pourquoi? Parce que la prévention. Où sont les policiers? Il y avait un commandement qui était situé à la ville de Bruxelles, comme à chaque fois, lorsqu'il y a des événements de cette ampleur, c'est un événement national, il y a un dispositif, et à un moment donné, ces gens-là ont réussi à quitter, et ce n'est pas toute la cohorte. Moi, j'ai bien analysé le dossier, c'est une partie de ceux-ci qui étaient dans le groupe, qui sont détachés pour aller s'en prendre aux personnes d'origine étrangère, avec des propos islamophobes, des propos racistes et des coups et blessures, comme on a pu le voir. Mais est-ce que le commandement de police a pris les dispositions pour prévenir ce genre de dérapage? Il y avait un dispositif avec des spotters. Il était insuffisant. Mais apparemment, visiblement, il n'a pas fonctionné. Voilà. Si on a eu ces incidents, c'est qu'il n'a pas fonctionné. Moi, ce que je retiens ici... Insuffisant. Moi, ce que je Donc il y a une mauvaise prévoyance. Ce que je retiens ici, c'est ça qu'on doit, je pense, retenir, c'est qu'il y a une ambiance délétère, raciste, islamophobe, la libération de la parole raciste dans le monde politique. Enfin, on voit bien Georges-Louis Boucher qui stigmatise les Marocains, on voit bien certains politiques qui... Ça, c'est vous qui le dites, Louis, c'est pas ce qu'il... Non, en tout cas, je le dis et je l'affirmerai. Je voudrais l'avoir en face de moi pour lui réaffirmer de vive voix. Ce qui est important ici, c'est que lorsque vous avez des politiques qui préparent le terrain, on n'est plus choqué lorsque vous avez ce type d'événement extrême, une espèce de mini-nuit de cristal qui s'est déroulée à Molenbeek dans le quartier. Donc, je ne pense pas que ce sont les paroles de quelques politiciens qui vont faire qu'il y a une cohorte de hooligans qui vont venir moi j'en suis convaincu que lorsqu'il y a une banalisation de la parole raciste, ça participe, ça prépare le terrain pour que
à un moment donné, on bascule vers la violence, et c'est ce qui s'est passé ici. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour que cela ne se reproduise plus? Mais d'abord, il faut... À votre avis, est-ce qu'on a déjà pris des dispositions? Est-ce qu'on est conscient des insuffisances pour les... Moi, je pense que ce sera des leçons qui vont être prises et on va essayer de faire en sorte, enfin, en tout cas, je l'espère, de la part des responsables de la prévention et de la police, pour que ça ne se reproduise plus. Et surtout, je pense qu'il faut que la justice montre une fermeté extrême. Oui, j'ai directement été sur place, j'ai rencontré, mais ils n'ont rien demandé d'abord, et puis ils se retrouvent face à des gens ultra violents qui viennent les agresser verbalement et surtout physiquement. Il aurait pu y avoir des morts ce jour-là. Un homme de 73 ans lui lancer des bouteilles de gaz et des morceaux. J'étais dans le bricot, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur mes réseaux sociaux, lui lancer du carrelage sur le visage. C'est pas seulement vouloir le blesser, mais on pourrait le tuer. D'ailleurs, il s'est retrouvé à l'hôpital. On a bien vu l'animosité et le degré de violence. Le problème, ça c'est un petit problème comparé au vrai problème de la région de Bruxelles-Capitale. Mais qu'est-ce que vous Bruxelles d'abord Bruxelles, c'est plus, ils ne la considèrent pas comme une ville européenne. Moussra, sale, il n'y a pas la sécurité, il y a de l'insécurité, quel le trafic de drogue, les règlements de compte, les bandes organisées, Kalachnikov tous les jours. C'est quoi cette ville? On est mais en Europe. Nous subissons. C'est quoi, on est bien en Europe. L'embouteillage, les travaux partout, mauvaise organisation. Ne mélangeons pas quelle ville! Elle a une mauvaise image. Monsieur Tijini, moi, j'entends les gens et je vois aussi. Ne mélangeons pas tout, parce que Bruxelles reste quand même une des villes où il fait le mieux vivre en Europe. C'est pas moi qui le dis, ce sont des études qui le démontrent. Oui, du côté de Boisfort, de Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, mais pas Molenbeek, Anderlecht, Saint-Josse, Bruxelles-Ville. Molenbeek, il fait bon vivre, vous savez. Oui, mais il y a aussi des problèmes, il y a aussi de la saleté. Vous connaissez le syndrome de la feuille blanche, hein? Quand vous prenez une feuille blanche, vous mettez un petit point noir, vous demandez à n'importe quelle personne, qu'est-ce que vous voyez sur cette page? On vous montre la feuille noire, le point noir, pardon. Alors que la feuille est blanche, immaculée, il y a plein de choses positives, mais on aime bien se focaliser. Alors les faits sont graves, vous parlez des règlements de compte, trafic de stupéfiants. Je rappelle que la première porte d'entrée de la drogue dure, qui provoque cette violence, c'est Anvers, géré par la NVA, membre du gouvernement de l'Arizona. Alors moi j'aime bien qu'on vienne aujourd'hui vraiment pointer du doigt Bruxelles, mais parlons un peu des problèmes de financement. Est-ce que les moyens... On parle beaucoup d'exclusion des chômeurs, mais c'est bien de faire le lien. On court, la fraude, parce que derrière, il y a une petite musique, hein, on fait croire qu'il y a de la fraude sociale. La fraude sociale en Belgique, d'après les estimations, elle est estimée à peu près à 250 millions d'euros par an. Toute fraude sociale, hein, maladie, chômage, tout ce que vous voulez. Et la fraude fiscale, les délits financiers, on parle de plus de 30 milliards d'euros, monsieur Tijini. Est-ce que quelqu'un en parle? Aujourd'hui, nous assistons à une mobilisation du monde de la justice qui crie à qui veut l'entendre, qu'il y a un sous-financement de la justice. C'est ça le problème, faire le lien avec l'insécurité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prévoit comme moyen pour la justice? Qu'est-ce qu'on prévoit comme moyen pour la police? Certains au gouvernement fédéral prétendent que Bruxelles est mal gérée, ingouvernable. Non, on fait tout. On peut donner les milliards que vous voulez, jamais vous allez les utiliser à bon escient. Moi, je n'accepte pas ce genre de... Vous savez, lorsqu'on veut asphyxier, vous connaissez un peu la formule, hein, lorsqu'on veut tuer un chien, on dit qu'il a la rage. Lorsqu'on est en train d'asphyxier les finances, prenons l'exemple du chômage, on exclut des chômeurs, pardon. Budget annuel 1,6 milliard, on constitue un autre budget de 400 millions pour financer les CPS. Qui va suppléer ça? C'est les communes. Les communes qui sont déjà exemptes à cause du sous-financement historique. Déjà en crise. En crise. Aujourd'hui, on nous annonce fusion de zones de police. On va chercher l'efficacité, 6 zones de police vont devenir une seule zone. Et puis d'abord, en termes d'efficacité, je ne suis pas convaincu que ça va régler le problème. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes de la sécurité. Et deuxième, parce qu'on va quasi plus avoir de police de proximité, vous faites allusion à la sécurité. Voilà ce que fait le gouvernement de l'Arizona. Il est en train de définancer Bruxelles, il est en train d'asphyxier Bruxelles, et on ne pourra pas... Alors une question. Je termine par rapport au financement, c'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les communes vont devoir suppléer les CPS, mais aussi les zones de police. La fameuse zone unique. On dit que ça va coûter beaucoup plus cher. Vous savez combien sont financés par le fédéral les policiers bruxellois? Concurrence de 17 ou 18 000 euros par policier. En Flandre et en Wallonie, il y a des subsides pour 40 000 euros par policier. Et comment ça se fait? Pourquoi c'est historique. Les politiques belges ne défendent pas bien Bruxelles. Les politiques bruxellois ne défendent pas bien Bruxelles. Les Flamands, qui ont toujours eu un problème avec Bruxelles comme région, ont aujourd'hui la main, ils donnent le là. Et les partis francophones, comme le MR, voilà, les engagés, ma prochaine question. sont les complices.
les engagés, le mouvement réformateur qui sont membres de ce gouvernement Arizona au niveau fédéral, qu'est-ce qu'ils font pour, pour Bruxelles, rien. Défendre Bruxelles 1 et 2, pour stopper cette... Rien, parce que ce n'est pas des Bruxellois. Voilà. Ils s'en foutent de Bruxelles. Vous n'allez pas me dire que M. Boucher s'est inquiété de Bruxelles. Vous n'allez pas présenter que le MR s'en fout du Bruxelles, alors que c'est le premier parti à Bruxelles. Aujourd'hui, ceux qui ont la main au gouvernement fédéral, ce sont le MR wallon. Et malheureusement, les Bruxellois sont les suiveurs et ils acceptent tout et n'importe quoi. La plupart des responsables que vous évoquez au niveau de Bruxelles, ce sont aussi des municipalistes. Ils ont des responsabilités. Mme Skepmans, elle travaillait avec moi pendant 6 ans, enfin pendant 12 ans même, comme bourgmestre. J'étais son premier échevin. Aujourd'hui, on ne l'entend pas sur le problème de financement. Ouais, alors qu'elle connaît. Elle n'a pas la main, c'est tout. Alors, mais non, mais elle est membre d'un parti. Elle est membre d'un parti qui a la main côté francophone du gouvernement de l'Arizona. On ne les entend pas, on laisse le gouvernement. Quel est l'avenir des Bruxellois dans ce climat, dans cette situation de crise financière, de crise de la ville de Bruxelles, de la région de Bruxelles de manière générale? Comment vous voyez l'avenir? Mais moi, je suis relativement optimiste de nature. Moi, je suis quelqu'un... Les gens qui vivent maintenant à Bruxelles, déjà, Bruxelles est une région pauvre, et les gens qui vivent dedans sont des gens qui deviennent de plus en plus pauvres. Mais vous savez, il y a aussi des choix politiques à faire. Hein. On sait tous que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a par exemple... Mais l'argent ne vient pas du fédéral. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des propositions. Mais il faut simplement qu'elles soient acceptées par les Wallons et par les Flamands. Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. C'est la capitale de la Belgique. Ça, je crois que je ne vous apprends rien en vous disant ça. Ce qui est important, c'est que quelles sont les sources de financement possibles? Il y a eu une idée que j'ai défendue moi il y a quelques années d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler comme député bruxellois. C'est pourquoi est-ce qu'on ne décide pas de dire que les gens qui viennent travailler à Bruxelles, on sait que 70% des emplois bruxellois sont occupés par les Wallons et par les Flamands. On a reçu un niet des autres régions, ils ne veulent pas. Si on inverse le mode de taxation, vous payez vos impôts sur le lieu de travail, mais vous savez, les 70%, ils usent les routes, le métro, ils utilisent je dirais, tout le matériel utilisé pour la collectivité, les infrastructures collectives. C'est nous qui finançons, vous et moi, avec le soutien et c'est les autres qui les utilisent et qui ne paient rien pour. Mais on a entendu cet argument, mais les autres régions ne les intéressent pas. On parle de 10 à 12 milliards d'euros par an. C'est un non catégorique des autres régions. Et donc, ils doivent compenser le financement. C'est aussi simple que ça, via d'autres mécanismes. Preuve supplémentaire que parfois, ça ne dépend pas que des Wallons ou des Flamands, comme vous le prétendez, que ça dépend aussi des Bruxellois. Cette situation de crise que nous vivons en région bruxelloise, c'est que le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, qui devait être composé il y a une année, n'est toujours pas fait. Pourquoi? Ça dépend des Bruxellois. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Il y a un danger. Alors, ça affaiblit d'autant plus la région de Bruxelles-Capitale pour se défendre vis-à-vis des deux autres régions. Je me réjouis. Parce qu'en Flandre et en Wallonie, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que vous, les Bruxellois, vous n'arrivez même pas à vous entendre, vous n'arrivez même pas à constituer un gouvernement. Comment voulez-vous défendre votre région et venir négocier avec nous alors que vous n'arrivez même pas à créer un petit gouvernement? Je vais vous répondre. Moi, je me réjouis qu'il y ait une résistance, et même si ça prend son temps, qu'on n'ait pas un gouvernement qui s'inscrit dans la même lignée que l'Arizona. On voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement de l'Arizona, c'est le gouvernement d'une certaine catégorie de la population. Ce n'est pas le gouvernement de tous les Belges. C'est le gouvernement qui va exclure les personnes les plus fragilisées. C'est le gouvernement qui se tait dans toutes les langues par rapport au génocide qui est en cours à Gaza. C'est le gouvernement qui fait des belles déclarations, mais sur le terrain ne rapporte rien de concret. Et aujourd'hui, il y a à Bruxelles une volonté d'avoir un gouvernement qui tient compte des préoccupations des Bruxellois, qui est conscient que le fait que des mesures d'exclusion vont être prises, que la fusion de la zone de police va affaiblir la structure institutionnelle bruxelloise, va définancer Bruxelles et les communes. Et c'est ça le risque. Et de plus, faire rentrer le verre dans la pomme avec la NVA, c'est évidemment quelque chose qui est très compliqué. Parce que la NVA... Donc la NVA, c'est le verre. C'est le verre qui dit partout qu'ils veulent faire tomber la monarchie, qui veulent une Flandre indépendante. Qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là amènent de positif pour Bruxelles? Rien. Monsieur Khenous, peut-être qu'intégrer un membre de la NVA dans ce gouvernement bruxellois va aider à créer ce pont, ce relais avec le gouvernement fédéral, parce que
de toute façon, vous aurez besoin du financement du gouvernement fédéral. Donc, qui va relayer vos revendications? Les financements, d'abord, ils sont... Autant que ce soit un NVA, peut-être qu'ils s'entendront mieux avec lui, ils l'écouteront mieux que vous. Il y a les mécanismes de financement légaux qui existent. Voilà, le tout, c'est de pouvoir... Donc un relais supplémentaire n'est pas intéressant selon vous? Mais on avait déjà théoriquement l'EMR, mais visiblement l'EMR n'est pas très intéressé par le sort futur des Bruxellois, et les engagés aussi, qui sont au gouvernement fédéral. Mais donc la NVA, moi j'entends les déclarations des quelques élus qu'ils ont, je crois qu'ils en ont un ou deux, qu'on les entend parler. Moi, je suis en droit de une question sur Molenbeek, la mauvaise image qu'avait Molenbeek suite aux attentats et autres. Il n'y a pas que les attentats qui font de Molenbeek un point noir. Sur une feuille blanche. Oui, ça dépend. C'est la feuille blanche, c'est Bruxelles, et le point noir, c'est Molenbeek, Anderlecht, Saint-Josse. On peut aussi il y a énormément de choses positives. Il y a énormément de choses positives qui se font à Molenbeek, il faut en parler. Parce donc, Molenbeek, ce qui fait une mauvaise image qui donne une mauvaise réputation à Molenbeek, ce ne sont pas que les attentats terroristes, parce que ça a été l'origine des terroristes. Ça a été agrandi et instrumentalisé aussi. Oui. Il y a aussi parfois un peu parfois les gens critiquent Molenbeek pour être parce qu'il est un ghetto d'une certaine immigration à Bruxelles, parce que il y a plus de mosquées que dans d'autres communes bruxelloises, parce qu'il y a peut-être plus de radicaux, plus de communautarisme, etc. Est-ce que cette image est, selon vous, justifiée, exagérée ou irréelle, selon vous? Moi, d'abord, je vais tout faire pour pas que ça impose la pensée zémourienne, de dire il y a une concentration de choses négatives. Je rappelle que Zemmour a dit à un moment donné il faudrait bombarder Molenbeek. Alors, je ne sais pas s'il a dit sous le coup de l'humour, et c'est un humour que je n'apprécie pas du tout. Mais Molenbeek, c'est des choses tellement positives. Et c'est vrai qu'on a été stigmatisé, pointé du doigt. À juste titre d'ailleurs, parce qu'il y a quand même rappelé qu'un certain nombre de terroristes ont habité Molenbeek. Mais ce n'est pas une raison pour stigmatiser une commune de 100 000 habitants avec tout ce qui se passe d'extraordinaire, de formidable sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan sportif. Nous avons ici des choses... Molenbeek, c'est un foisonnement de créativité dans toute une série de domaines. Et alors, je rappelle que Molenbeek est candidate pour le ville culturelle européenne en 2030. Et que d'ici le mois de septembre, nous risquons d'être désignés comme l'a été Mons ou d'autres communes. Donc il y a pour l'instant une dynamique qui est en train de s'amorcer pour défendre. Nous avons déjà gagné plusieurs étapes. Nous avons déjà gagné plusieurs étapes au niveau des... On se retrouve à trois villes, donc Molenbeek, Namur et Louvain. Et donc, si jamais nous décrochons la palme comme étant Molenbeek, capitale européenne 2030, avec Fatima Zibou qui coordonne l'action de défense des intérêts de Bruxelles et de Molenbeek, ce sera pour nous évidemment une possibilité de rayonnement mondial avec les différentes activités. Donc vous avez déjà entendu, vous allez encore entendre des voix qui vont dire que ce n'est pas une femme voilée qui va représenter la culture de Molenbeek. Ah, moi je fais partie des gens. Qu'est-ce que vous répondez à cela? La culture d'abord elle est universelle, primo. Secondo, moi ce qui m'intéresse c'est ce que les gens ont dans la tête et pas sur la tête. Moi je vois la qualité du travail qui est fait par la personne et par toute son équipe d'ailleurs, composée de francophones, de flamands, et ce genre de signe distinctif, je dirais, devant la richesse intellectuelle de ce que produit la personne, ça s'efface automatiquement. Alors ça dépend comment vous êtes orienté idéologiquement pour voir ce qu'elle a sur la tête ou pas. Ici, en l'occurrence, il y a un consensus général, elle fait un bon travail, c'est ce qui doit nous intéresser. Il y a de plus en plus de femmes voilées à Molenbeek qu'auparavant. Vous qui êtes un homme de terrain, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous confirmez? Mais d'abord, on est dans le fantasme. Alors, est-ce qu'il y en a plus ou pas? Je n'ai pas compté et je ne veux pas compter. Non, parce que c'est un argument pour certains pour dire que c'est une commune qui se communautarise de plus en plus, qui se radicalise de plus en plus. Alors, ça, c'est un signe visuel qu'on peut voilà, on ne va pas le quantifier, mais qu'on peut remarquer. Qu'est-ce que vous avez remarqué après votre activisme sur le terrain à Molenbeek? Est-ce qu'il y a de plus en plus de signes communautaristes à Molenbeek, comme le port du voile, par exemple? Ça veut dire quoi, communautarisme? Ça veut dire qu'il y a des gens qui préfèrent vivre entre eux, selon leurs mœurs, leur culture, leurs traditions, et qui se coupent un peu du mode de vie de la société. Ça, c'est un vieux fantasme des personnes. À Molenbeek, est-ce qu'on vit comme la société belge, ou selon des rites et des valeurs et des cultures voilà, de personnes d'une certaine origine? Vous savez, les gens qui tiennent ces propos, c'est d'abord des gens qui ne sont jamais venus sur le terrain.
pour voir justement, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de plus en plus... Non, mais c'est important parce que ceux que j'entends dire ça, en général, si demain il n'y avait pas le foulard, ne vous inquiétez pas. Ils vont vous ramener à votre origine. Communautarisme parce que vous portez le foulard. Quand ce n'est pas le foulard, c'est parce que vous êtes d'origine X ou Y. Puis on va vous dire, vous êtes peut-être des frères, vous faites partie des frères musulmans. On voit un peu la polémique en France. C'est tellement absurde. Moi, quand vous allez à Anvers, dans les quartiers juifs, vous voyez un certain nombre de personnes habillées suivant la tenue religieuse de cette communauté. Est-ce que ça vous gêne? Moi, pas. Moi, pas, parce que j'estime que les gens ont le droit de s'habiller comme ils le veulent. Et on n'est pas, nous, même en tant que responsable politique, on n'a pas le droit de juger. Visiblement, est-ce que vous voyez plus de signes que certains qualifient de recul ou d'un certain enfermement sur une culture d'origine ou pas? Être attaché à sa culture, est-ce que c'est une tare? Être attaché à sa religion, c'est une tare. Mais couper de la culture majoritaire, couper de la culture occidentale, c'est un choix aussi, parfois délibéré. Qu'est-ce qui doit nous préoccuper? Nous vivons dans une société qui est régie d'abord par une constitution et un cadre légal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous veniez de Chine, de Tombouctou, des États-Unis ou du Maghreb ou des pays subsahariens, c'est que vous respectez la loi du pays qui vous a vu naître, qui vous a accueilli. C'est ça qui doit primer. Et participer tous activement au rayonnement de notre région et de notre pays. Vous comprenez que c'est tout le débat, ce qu'on vit côte à côte dans cette société ou de manière... Alors, est-ce qu'il y a un travail à faire pour créer plus de cohésion sociale? Bien sûr qu'il y a un travail à faire. Bien sûr qu'on doit être... Et ça, c'est la responsabilité. Est-ce qu'il y a une interaction entre ces différentes communautés? Bien sûr, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Il y a énormément de choses qui se déroulent. Mais allez faire un tour à la Maison de Culture de Molenbeek. Vous allez voir que lors des spectacles, lors du travail sur des pièces de théâtre, vous avez des gens de toutes les cultures, des filles qui portent le voile, qui ne portent pas le voile, de toutes les origines. Simplement ici, on veut focaliser sur, et n'ayons pas peur des mots, sur les personnes d'origine étrangère, d'origine maghrébine et les musulmans en l'occurrence. Et on voit bien, qu'est-ce qui tient ce genre de discours à travers les questions que vous posez? Ce sont des gens comme Georges Dallemagne, des gens qui sont dans le fantasme permanent et qui essayent simplement... Mon ancien collègue au parti. Mon ancien collègue au parti, mais qui est devenu un islamophobe notoire et qui est connu pour ses positions anti-voile, anti-femmes voilées. D'ailleurs, absurde. C'est vraiment, on est dans l'absurdie totale. Très bien. Alors, une question par rapport à une personnalité qui est très... Elle est toujours connue dans votre commune, et pas que. C'est le fameux cheikh Touchkani, qui était l'imam de la grande mosquée de Bruxelles et de Molenbeek, la mosquée Al-Khalil. Alors, il a été interdit d'accès au territoire, on lui a retiré sa carte de séjour, et donc il a intenté un procès à l'État belge. Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à la procédure? Écoutez, d'abord, je me réjouis de me poser la question, parce que j'ai été le premier, effectivement, qui m'était érigé contre cette mesure inique qui a été prise à l'époque. Non par seulement le ministre Sami Mehdi. Il faut quand même rappeler aux téléspectateurs, c'est que lorsque l'imam Touchkani, qui est effectivement l'imam de la mosquée Al-Khalil à Molenbeek, qui est un imam, comme je l'ai dit, qui a collaboré avec la commune, avec les instances du ministère de la Justice, qui a tutelle sur les cultes, qui a participé à de très très nombreux projets de rapprochement entre les différentes communautés. Vous en parliez tout à l'heure, ce que les Français appellent l'entrisme. Lui, il a travaillé vraiment sur des projets de rapprochement de la communauté juive, la communauté chrétienne. Et donc, il a été, et nous, en tant qu'acteurs politiques de notre commune, on peut en attester. Alors, on est venu à l'époque avec des propos qu'il aurait tenus dans les années 90, dans le cadre justement du conflit israélo-palestinien, et au moment où le tribunal lui octroie la nationalité belge, suite aux pressions politiques, non seulement le gouvernement va en appel, ce qui était un droit légal, donc il n'y a pas de problème, mais il était bloqué au Maroc suite à la pandémie, pour ceux qui se rappellent. Et là, vous avez Sami Mehdi qui probablement est en train d'exécuter des ordres, parce que d'initiative, je le vois très mal prendre ce genre d'initiative. Ce monsieur décide de signer, donc c'est une décision administrative, et de l'empêcher de revenir en Belgique pendant 10 ans. Donc, expulsé de Belgique, alors qu'il n'est pas en Belgique, et l'interdiction de séjour pendant 10 ans. Vous comprendrez que moi, qui suis attaché aux droits et aux droits humains dans notre pays, je ne peux pas accepter ce traitement différencié. Et donc, c'est pour ça que j'ai organisé une conférence de presse et que j'ai dénoncé non seulement la mesure qui concernait l'imam Touchkani, mais plus d'une cinquantaine d'imams, ce qui a été confirmé
par le ministre de la Justice de l'époque, M. Van Quickenborn. Alors, revenons au dossier de M. Touchkani. Justement, donc, ce que moi j'ai dénoncé, c'est est-ce que le tribunal a statué tout à fait. au niveau donc, non seulement de la Cour d'appel de Bruxelles? Donc, premier jugement, M. Touchkani a raison. Il y a le parquet. A raison par rapport à quoi? Il obtient la nationalité belge. D'accord. Deuxième, donc le parquet va en appel, suite aux pressions du gouvernement de l'époque. M. Touchkani gagne en appel. Ah, donc ça, c'est... Ça, c'est il y a quelques mois. Ouais. Le parquet, de nouveau sous pression, va en cassation et M. Touchkani gagne. Voilà, c'est ça. Donc, M. Touchkani est officiellement aujourd'hui belge. Moi, ce qui me dérange dans ce qui s'est passé... Donc, il est officiellement belge, mais où en est la procédure les démarches administratives doivent se faire... Il doit l'effectuer au niveau de... Oui, pour qu'il puisse... poste consulaire c'est ça, donc à Casablanca, sa famille au est Maroc. occupée. Mais moi, ce qui me dérange dans ce déni de droit, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on a utilisé des moyens, c'est comme si on avait utilisé un canon pour tuer une mouche. Donc, ici en Belgique, tout à l'heure, je parlais du cadre juridique. Lorsque quelqu'un enfreint la loi, quelle que soit votre origine, votre religion, c'est la justice qui doit vous mettre face à vos responsabilités. Et ce n'est pas le monde politique qui doit décider qui doit rester, qui ne doit pas rester, qui doit être sanctionné, qui doit pas... c'est toujours la justice qui a le dernier mot. Mais ici, la preuve, voilà. Et donc c'est d'où je reviens à la question du financement de la justice. Donc l'imam Touchkani va bientôt rentrer en Belgique. Tout à fait. Il est en cassation, la cassation lui a donné raison pour la troisième fois. Et est-ce que vous avez des échos, des informations pourquoi il a commencé la procédure de régularisation de sa situation? J'ai eu un échange avec un de sa famille qui m'a confirmé que les procédures étaient en cours. D'accord. C'est bientôt l'Aïd, la fête du mouton, l'Aïd el-Kbir. Est-ce que Molenbeek a prévu un dispositif pour la communauté musulmane de Molenbeek? Non, il n'y a que l'abattoir d'Anderlecht, évidemment. Nous sommes la dernière région où on peut encore pratiquer l'abattage rituel. Mais on sait tous que c'est insuffisant par rapport aux besoins de la communauté. Je rappelle que la région wallonne, mais aussi la région flamande, ont voté l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. Et évidemment, j'ai participé à de nombreuses mobilisations pour essayer de faire reculer les décideurs politiques de l'époque. Malheureusement... Mais vous comprendrez que, vu le nombre de musulmans résidant à Bruxelles, l'unique abattoir d'Anderlecht est insuffisant. Si d'avance ces musulmans de Bruxelles aimeraient sacrifier leurs moutons le même jour. Moi j'entends. Quelles sont les solutions prévues? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous recommandez à la communauté musulmane de Bruxelles? Pour cette année-ci, comme dans les pays d'origine, et ici prenons le cas des personnes d'origine marocaine, il y a une décision du gouvernement marocain, du roi qui avait proposé qu'il n'y ait pas d'abattage étant donné qu'il y a une pénurie de moutons et qu'il y a un contexte de raréfaction de l'eau particulier, de pouvoir faire en sorte que... Donc il existe une alternative évidemment, c'est que les gens puissent faire un don, parce que ce n'est pas moi qui vais le dire, je ne suis pas le moufti de Molenbeek ni de Bruxelles, donc il existe une possibilité alternative de faire, ceux qui n'ont pas la capacité ou la possibilité de le faire, de faire un don. Il y a tellement de personnes défavorisées et qui sont dans la pauvreté que ça peut évidemment faire preuve de solidarité. Est-ce qu'on peut faire un don au CPS de Molenbeek par exemple? Vous êtes sérieux? Mais pourquoi pas? Non, ce n'est pas nécessaire. Je crois que nous avons des structures de financement. On n'a pas besoin de dons. S'il y a des dons à faire, qu'on le fasse qu'on cible les personnes qui sont vraiment dans le besoin et qu'on connaît. Il y a énormément de personnes précarisées, des personnes touchées par le sans-abrisme. Il y a des personnes qui sont dans le dénuement le plus total. Je pense que ce sont ces gens-là. Alors il faut... Mais pourquoi? Est-ce que c'est interdit par la loi que des gens font des donations au CPS? Si jamais une personne a un immeuble qui voudrait offrir ou donner au CPS... Mais ça s'est passé comme ça pendant de très longues années, avec le CPS de Bruxelles entre autres, et même Molenbeek a déjà reçu des donations, oui tout à fait. Vous avez un numéro de compte, les gens ils peuvent donner ceux qui veulent... Parce qu'ils savent que ça va aller directement à des personnes nécessiteuses. Les gens qui veulent faire un don, ils sont le bienvenu évidemment, mais il y a des procédures à respecter tout simplement. D'accord. Verser au compte du CPS de Molenbeek? En général, c'est CPS. Dernière question, l'actualité toujours, le conflit israélo-palestinien, la guerre à Gaza. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Aujourd'hui, le gouvernement génocidaire israélien se permet tout et il n'y a personne qui est capable visiblement de l'arrêter, avec le soutien des États-Unis et de toute une série de pays européens, mais aussi le silence complice des États arabes qui cautionnent ce génocide en cours. On parle de 55 000 à 200 000 morts. Je pense qu'on sera au-delà. Les 55 000, c'est les gens qu'on a enterrés.
mais on sait qu'il y a des centaines de milliers de personnes manquantes qui sont sous les bâtiments, sous les gravats, qu'on n'a pas pu aller chercher pour l'instant. 200 000, c'est pas trop exagéré? Non, non, absolument pas. C'est pas moi qui le dis, ce sont les organisations internationales. C'est même pas ni le Hamas, ni le gouvernement palestinien, ce sont les associations internationales qui sont sur le terrain, qui ont des listes de milliers et de milliers de Palestiniens, de Gazaouis qui manquent, sans compter ce qui se passe en Cisjordanie. Je rappelle qu'en Cisjordanie, il y a une véritable guerre qui est en cours avec des escadrons de la mort, c'est-à-dire des colons, mais aussi des soldats qui, la nuit... Vous savez que Molenbeek a un partenariat avec la ville de Jenin, où j'ai encore des contacts. Nous avons un partenariat basé sur des échanges au niveau culturel, sportif, de la jeunesse. Et donc là, à Jenin, vous avez des milliers de personnes qui ont été déplacées, on a détruit leur habitation. Le pire encore, il y a eu des enlèvements, des gens qui ont été tués, dont des femmes et des enfants. Donc la situation est dramatique. Et quand je dis que c'est un des pires... Alors que fait le politique peut-être pour... Je termine. Oui. Quand je dis que c'est un des pires génocides de l'histoire, il y a eu la Shoah, il y a eu le Rwanda, il y a eu Srebrenica. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine où on assiste, le monde entier assiste à une extermination d'un peuple en direct et qu'il n'y a pas de réaction. Je pense que... Vous mettez sur le même pied d'égalité la Shoah et ce qui se passe à Gaza? Ah, tout à fait. Un génocide, c'est quoi? C'est défini juridiquement. Quand vous avez des responsables d'un gouvernement qui vous disent au Parlement ou à la TV, nous allons exterminer tous les Gazaouis, jusqu'aux petits-enfants. Et notre priorité, ce seront les petits-enfants. C'est pas moi qui le dis, hein. Il passe sur les antennes. Ça s'appelle exactement préparer l'extermination d'une minorité. Et c'est ce qui se passe à Gaza. Comment expliquez-vous la mobilisation, la solidarité, une grande solidarité, ce qui est remarqué, constaté régulièrement par les différentes manifestations de soutien au peuple palestinien qui sont organisés à Bruxelles. Alors certains imputent cette proximité de solidarité entre arabo-musulmans entre eux. Et des chrétiens aussi chez les Palestiniens. Mais peu comparé, d'après la constatation et l'observation de certains, c'est que c'est généralement la communauté arabo-musulmane qui manifeste plus sa solidarité avec ce qui se passe à Gaza qu'un phénomène de solidarité de Belges de manière générale. Si non, je pense qu'on est... Il y a d'abord l'immédiateté... Est-ce que proximité culturelle, religieuse, ça joue ou pas? Non, il y a d'abord l'immédiateté de l'horreur. Vous ouvrez votre TV, vous allez sur votre smartphone... Mais pourquoi ça concerne directement les arabo-musulmans? Je crois que ça concerne... L'immédiateté, elle est constatée par tout le monde. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ici, la mobilisation mondiale, c'est une mobilisation mondiale, elle est liée, on est tous rejoints par un seul élément, je pense, c'est l'humanisme qui doit nous pousser à réagir. On ne peut pas... Et vous avez raison, hein, il y a d'autres endroits dans le monde, mais ici, nous sommes dans un contexte historique de colonisation, d'expropriation, avec le contexte, je dirais, politico-régional est différent. Ici, nous sommes dans une longue histoire de colonisation, 78 ans, avec chaque fois des massacres qui se perpétuent, et je pense que ça touche énormément les gens. Mais vous avez raison de dire qu'il y a d'autres conflits, je pense au Kivu, au Congo, 6 à 10 millions de morts. Ouais. En Ukraine aussi. En Ukraine, la guerre en Ukraine. Les arabo-musulmans sont plus solidaires avec les Gazaouis, les Palestiniens, qu'avec les autres peuples je crois que le conflit, victimes d'autres conflits, ou avec des groupes sociaux qui sont aussi victimes de discrimination. On va parler de manière comme les gays, comme la communauté LGBT. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont exclus, qui souffrent de discrimination. Alors que cette communauté, c'est ce qu'on lui reproche de manière générale dans les mass médias, etc., qu'elle a une solidarité sélective. Mais moi, je ne crois pas que c'est une question d'origine. Moi, je suis convaincu que, et on le voit bien quand vous avez des mobilisations dans les pays scandinaves, un peu partout, ça concerne. Si vous êtes épris d'humanisme, vous ne pouvez pas rester silencieux face à un génocide en direct. On ne peut pas se taire. Mais il y a d'autres conflits, donc oui, d'autres victimes. Ici, je suis d'accord. On n'entend pas votre communauté se solidariser avec eux. Moi, je fais partie de la communauté des hommes, des hommes qui sont épris d'humanisme et d'amour pour son prochain. Alors on peut être musulman, chrétien, agnostique, laïque, tout ce que vous voulez. Voilà, quelle que soit son origine, sa religion, et son orientation sexuelle aussi. Orientation sexuelle tout à fait, lorsqu'il y a injustice. Lorsqu'il y a une injustice, on ne peut pas rester silencieux. On doit s'ériger. Je rappelle que, et c'est pour ça que moi je suis un amoureux de la Belgique, c'est que nous avons, malgré les défauts qu'on a évoqués tout à l'heure, hein, l'extrémisme, le nationalisme, etc., il y a ici, c'est un pays où vous pouvez vivre avec vos particularismes, avec votre origine, avec votre religion,
De temps en temps, on vous vous rappelle d'où vous venez, mais néanmoins, c'est un terrain de liberté qui doit être préservé et défendu. D'accord. Et on doit aussi défendre les libertés des autres personnes, d'autres minorités, dans des endroits, dans d'autres pays comme les pays musulmans. Bien sûr, je parle. On peut parler aujourd'hui. La liberté des chrétiens d'exercer leur religion dans des pays musulmans, par exemple. Mais écoutez, lorsqu'il y a une discrimination qui touche une minorité, quel que soit le pays, qu'il soit un pays arabe, musulman, nous devons la dénoncer. Ce que nous faisons, vous savez pourquoi je vous dis ça, M. Khanous? Parce qu'on avait vu pendant le conflit en Syrie, pendant la période de Daesh et tout ça, on a vu des chrétiens qui se faisaient massacrer par les Yézidis, les chrétiens, les minorités, mais on n'entendait pas notre communauté arabo-musulmane, surtout en Belgique ou en Europe. Se désolidariser ou bien de critiquer ou bien attendez, on ne les entendait pas. Non, attendez, M. Tigini, s'il vous plaît, on va faire des raccourcis. L'ensemble des personnes qui se sont exprimées sur la question ont dénoncé d'abord ce mouvement. Moi, je l'ai qualifié de mouvement fasciste et même de mouvement nazi. Vous savez, les nazis, durant la Deuxième Guerre mondiale, ils s'en prenaient, pas seulement aux juifs, ils s'en prenaient à toutes les minorités, qu'elles soient LGBTQ+, qu'elles soient communistes, qu'elles soient même les handicapés, toutes les minorités qui ne répondaient pas aux standards de la vision de la société du Troisième Reich, nazi, étaient ciblées. Et donc, lorsqu'on a ciblé ces extrémistes qui s'en prenaient, comme vous dites, aux minorités, simplement, je rappelle que 80% des victimes sont musulmanes avant tout. Et ce qui a été mis en avant par certains qui se profilaient comme les défenseurs des minorités, je ne vais pas citer de nom pour leur faire de la pub, c'est au détriment, ce que moi je défendais, c'est que nous devons avoir la même réaction pour toutes les victimes. Quelle que soit leur origine, leur orientation religieuse, nous devons être vraiment aptes à dénoncer l'extrémisme. C'est compris. Pour revenir terminer peut-être avec cette question du conflit israélo-palestinien, donc on peut saluer la position du gouvernement fédéral, surtout celle du ministre des Affaires étrangères, votre ancien président, l'actuel président. Moi je la salue pas, vous savez pourquoi? L'ex-président des engagés, CDNV. Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères. Moi je la salue pas, vous savez pourquoi? Oui, qui a tenu un discours très ferme vis-à-vis d'Israël. Oui, mais il est un peu... on peut le saluer quand même pour ça, non? Au début, vous qui soutenez la cause palestinienne. Attendez, au début... Restez un peu objectif pour une fois. Je suis objectif. Même si c'est votre ancien président, votre ancien parti. Mieux vaut tard que jamais. Effectivement, il a été un peu plus courageux que certains. Il a été dans une démarche qui va à l'encontre de celle de Georges Duboucher, par exemple, qui pour lui, il n'y a pas de génocide, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et encore pire que ça, il applaudit les exploits technologiques d'Israël au Liban, alors qu'on a des milliers de victimes innocentes. Donc, vous voyez un peu. Donc ici, il faut reconnaître qu'il a eu un tout petit peu de courage, mais je dis un tout petit peu, pourquoi? Parce qu'il aurait fallu non seulement qu'il dénonce avec force l'attitude génocidaire du gouvernement israélien, mais lorsqu'on a une proposition qui va dans le sens de reconnaître l'État de Palestine, comme l'ont fait plus de 144 pays, dont l'Espagne récemment, il aurait dû, à un moment donné, prendre son courage à deux mains et dire oui, la Belgique doit reconnaître. Et pourquoi reconnaître? Alors même si on est dans le symbole, certes, mais ça renforce politiquement et juridiquement l'État de Palestine. On ne va pas régler le conflit. Évidemment. C'est un dossier très compliqué. Je vous remercie, M. Ahmed Khanous. Je vous remercie pour votre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du CPS de Molenbeek, député honoraire bruxellois. Vous êtes une personnalité très connue à Molenbeek surtout et à Bruxelles notamment. Et voilà, merci pour votre invitation. C'est une émission très importante. On a touché un peu à bâton rompu, ouais. Sans langue de bois. Je vous remercie d'ailleurs, c'est pour ça que j'apprécie votre émission. Ouais. D'autant plus que vous êtes connu comme une personnalité qui défend son identité d'origine, son complexe. C'est important, c'est très important. Moi, je pars du principe que si on veut savoir où on va aller, on doit savoir d'où on vient. Moi, je pense qu'il ne faut jamais renier ses origines. On doit être fier de venir de quelque part et de défendre les valeurs de ses ancêtres, de ses parents, de ses grands-parents. Et je pense que ça aiderait énormément notre jeunesse, par exemple, à ne pas avoir cette posture de recherche permanente par rapport à ses racines. Et donc, d'où l'importance de préserver celle-ci. Et où on va aller? On va vers un monde meilleur. En tout cas, c'est ce qu'on espère tous. Très bien. J'espère que le gouvernement Arizona va nous aider pour on l'espère aussi. atteindre ce monde meilleur en tout cas, très bientôt. Merci beaucoup, M. Merci pour votre invitation. Merci pour votre invitation. J'espère vous inviter une autre fois, Inch'Allah, في notre émission. وأنا إخواني أخواتي أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج سبونسور بروكسل مع سياسي آخر من أصل مغربي. إلى ذلك الحين مع السلامة.